Bonjour. Si vous deviez me demander quelle est pour moi la licence la plus connue et la plus polarisante de PlayStation, il y a de fortes chances pour que je vous réponde The Last of Us. Édité par Sony et développé par Naughty Dog, The Last of Us 1 et 2 sont deux jeux ayant marqué la fin de leur génération respective. Autant apprécié que décrié par beaucoup, The Last of Us n'a pourtant eu aucun mal à être érigé au panthéon des blockbusters vidéoludiques. Dans ce nouvel épisode de rétrospective/analyse, je vais vous parler de la création, des qualités et des défauts de The Last of Us 1 et 2. Mais avant ça, j'ai trois petites précisions à vous dire. Premièrement, comme je l'ai dit, The Last of Us est une licence autant appréciée que décriée par beaucoup, et de ce fait, il n'est pas rare de tomber sur des avis qui érigent les deux jeux en chef-d'œuvre, ou à l'inverse de tomber sur des critiques qui les qualifient de nullité absolue. Et je tiens à dire que ce n'est absolument pas mon objectif avec cette vidéo. J'ai personnellement autant de choses positives que négatives à dire sur ces jeux, et évidemment mon avis n'est pas la vérité absolue. Si vous n'êtes pas d'accord avec certains points que je vais évoquer, je vous invite à me dire pourquoi en commentaire et je vous fais confiance pour le faire dans le respect. Deuxièmement, les captures que vous verrez dans ces vidéos proviennent directement de ma personne et ont été capturées via la PS5. Et pour ce qui est du premier The Last of Us, vous allez voir la version remake du jeu. Parce que oui, pour rappel, il existe trois versions du premier jeu. La version d'origine sur PS3, le remaster PS4 et le remake PS5 qui ressortira plus tard sur PC le 3 mars 2023. Si vous vous demandez pourquoi est-ce que j'ai décidé de vous montrer la version remake au lieu de la version d'origine ou le remaster, c'est parce qu'à part l'aspect graphique, il n'y a rien qui change. C'est le même studio qui l'a développé, c'est le même gameplay, c'est le même game design, c'est la même direction artistique, c'est la même histoire, les mêmes acteurs, les mêmes musiques. Bref, à part l'aspect graphique, des options d'accessibilité et un documentaire de 2014 enfin sous-titré en anglais et en français, il n'y a rien qui change. Donc je me suis dit autant faire la version la plus actuelle du jeu. Et troisième et dernière chose, avant de parler de The Last of Us, il va falloir qu'on parle un petit peu de Naughty Dog. « 1984. Andy Gavin et Jason Rubin, deux amis d'enfance, fondent le studio Jam Software. Le studio sortira son premier jeu, Ski Cruised, en 1987. Le jeu rencontrera un petit succès, rien d'exceptionnel, mais c'était assez pour motiver Andy et Jason à sortir d'autres jeux. Un jour, Jason Rubin a eu l'idée d'envoyer une copie de leur jeu à Trip Hawkins, fondateur de Electronic Arts. Un pari risqué, mais qui payera. Celui-ci répondra en leur envoyant un chèque de 15 000 $ pour développer leur prochain jeu. Les jeux de Jason et Andy commençaient enfin à rencontrer du succès. Kill the Thief, la dernière production, s'était vendue à plus de 5000 exemplaires et l'avenir semblait radieux pour les deux compères. À un détail près. Avec du recul, Jason et Andy s'étaient dit que Jam Software c'était pas un nom très vendeur. C'est alors qu'ils décidèrent de changer le nom de leur studio pour un nom qui deviendra iconique. Naughty Dog. Après Kill the Thief, Naughty Dog sortira d'autres jeux vidéo qui auront aussi un petit succès. Mais leur premier gros succès qui les fera connaître à l'international et qui est aujourd'hui une icône du jeu vidéo, c'est le premier Crash Bandicoot, sorti en 1996 uniquement sur la première PlayStation et qui se vendra à 6,8 millions d'exemplaires. Par la suite, Naughty Dog et Sony produiront deux suites ainsi qu'un jeu de karting à Crash Bandicoot. En 2001, Sony Interactive Entertainment rachète Naughty Dog. Le studio fera la trilogie des Jak and Dexter qui deviendront des classiques de la PS2. Et justement, tout cela nous amène en 2004. Naughty Dog fête alors ses 20 ans, et si sur papier tout semble aller pour le mieux, en interne ce n'est pas le cas. Cela fait un bon moment que le studio est marqué par le crunch, les employés sont fatigués, voire à bout de souffle, et il en est de même pour Jason et Andy. Quand ils avaient fondé Naughty Dog, l'un de leurs objectifs était que les développeurs aient un bon environnement de travail. Mais en constatant leur état de fatigue ainsi que celle du studio en 2004, ils décident de quitter Naughty Dog. Ces départs seront suivis par un tiers du studio qui démissionna. Jason Rubin et Andy Gavin seront remplacés par Evan Wells et Christophe Balestra au poste de coprésident. À ce moment-là, ça va pas fort chez Naughty Dog. Un tiers du studio avait démissionné et les équipes restantes avaient de la peine à apprendre le hardware de la PS3, qui allait sortir 2 ans plus tard, fin 2006 au Japon et aux États-Unis, et début 2007 en Europe. Et justement, malgré tous ces problèmes en interne, la 7ème génération de consoles allait bientôt débarquer avec la HD. Et à l'aube de cette nouvelle génération, Evan Wells et Christophe Balestra voulaient faire évoluer l'image de Naughty Dog. En fait, à cette époque, Naughty Dog avait un peu l'image du studio qui faisait des jeux vidéo pour enfants. Une réputation qui vient directement du succès des Crash Bandicoot et Jak and Dexter. Evan Wells et Christophe Balestra voulaient que Naughty Dog fasse des jeux plus sérieux mais surtout plus cinématographiques. Et c'est de cette envie qu'en fin d'année 2004, Naughty Dog commencera le développement du premier Uncharted. À cette époque, le projet était dirigé par Amy Hennig, qui était loin d'être aussi connue qu'aujourd'hui. Certes, elle avait joué un grand rôle dans la production des premiers Legacy of Kain, quand elle travaillait chez Crystal Dynamics, mais c'est vraiment Uncharted qui lui donnera une toute autre ampleur. C'est après presque 3 ans de développement long et compliqué que le premier Uncharted sortira le 19 novembre 2007 sur PS3. Et le jeu est globalement bien accueilli. C'était pas une révolution, mais c'était sympathique, bien que bourré de défauts. Commercialement aussi, ça a été un succès. Le jeu s'est vendu à plus de 4,9 millions d'exemplaires,
Un score honorable pour une nouvelle licence. Et justement, en voyant le succès du premier Uncharted, Naughty Dog décidera de mettre une suite en chantier. Et c'est après seulement 1 an et 10 mois de développement très compliqué que Uncharted 2 sortira le 14 octobre 2009. Et là, c'est la révolution. Uncharted 2 a été un très gros succès, le jeu s'est vendu à plus de 6,7 millions d'exemplaires, il a reçu d'excellentes notes et il est souvent, encore à ce jour, considéré comme l'un des meilleurs de sa saga aux côtés de Uncharted 4. Mais Uncharted 2 c'est aussi l'un des jeux aux côtés de Gears of War qui ont contribué à révolutionner les jeux à gros budget en devenant plus détaillés, plus épiques, plus scriptés, en réalisant des mises en scène plus cinématographiques, le tout avec une écriture plus mature bien que le ton du jeu reste léger. Mais malgré cet immense succès, il y a 2 hommes chez Naughty Dog qui sont un peu frustrés. Et c'est ces 2 hommes qui sont à l'origine de The Last of Us. Comme je viens de vous le dire, malgré l'énorme succès d'Uncharted 2, il y avait 2 hommes frustrés chez Naughty Dog. Mais de 1, qui sont-ils, et de 2, pourquoi ils étaient frustrés? Eh bien les 2 hommes en question, c'est Bruce Straley et Neil Druckmann. Et avant de vous dire pourquoi ils étaient frustrés, laissez-moi vous les présenter. Commençons par Bruce Straley. En 2009, cela faisait déjà 10 ans qu'il était chez Naughty Dog. Il a intégré le studio en 1999 et a commencé à bosser sur Crash Team Racing. Cela faisait déjà longtemps que Bruce Straley était dans l'industrie. Avec le temps, il a acquis beaucoup d'expérience. Au fil des développements des jeux, Jak and Daxter, il va devenir de plus en plus indispensable, servant de pont entre les artistes et les développeurs. Quand les artistes et les développeurs étaient en conflit, il arrivait toujours à trouver un compromis et ces décisions convenaient régulièrement aux deux camps. En fin 2004, Bruce Straley obtient son premier gros poste chez Naughty Dog en devenant directeur artistique du premier Uncharted. Si sur papier cela ressemble à une consécration, dans les faits ça avait plutôt l'air d'un cadeau empoisonné. Comme je l'ai dit plus tôt, le développement du premier Uncharted était long et compliqué, principalement à cause de la technique mais aussi à cause de Amy Hennig, qui d'après certains anciens collaborateurs était certes talentueuse, mais avait une organisation bordélique, des consignes irréalistes et pouvait changer d'avis en supprimant des éléments finis, ce qui a énormément saoulé Straley. Sur Uncharted 2, Bruce Straley est nommé Game Director. Et c'est justement sur la production d'Uncharted 2 qu'il rencontrera Neil Druckmann. Comparé à Bruce Straley, Neil Druckmann a un parcours, disons, plus singulier. Quand il était plus jeune, il voulait à la base travailler pour le FBI, mais son master en technologie du divertissement lui a appris les bases de la création de jeux vidéo. C'est comme ça qu'est née sa passion pour cet art. En 2003, Neil Druckmann était présent à la GDC, qui réunissait plusieurs grands noms de l'industrie, dont Jason Rubin. En écoutant la conférence de Jason, Neil Druckmann se reconnaissait à travers les ambitions de Naughty Dog. À la fin de la conférence, Neil Druckmann est allé voir Jason Rubin et lui a fait un discours passionné sur le jeu vidéo. À la fin de ce discours, Jason Rubin lui tendit sa carte de visite mais ne répondra pas aux nombreux mails de Druckmann. C'est à l'E3 de la même année que les 2 hommes se reverront. Séduit par la ténacité du jeune homme, Jason Rubin engagera Neil Druckmann après lui avoir fait passer un entretien d'embauche. Neil Druckmann commencera à travailler en tant que développeur sur le 3e Jak and Daxter, puis deviendra co-scénariste du premier Uncharted, sur lequel il ne sera étonnamment pas crédité. Et il en sera de même pour Uncharted 2. Et comme je l'ai dit plus tôt, c'est sur la production d'Uncharted 2 que Neil Druckmann rencontrera Bruce Straley. En 2008, pendant la production de Uncharted 2, Neil et Bruce commencèrent à déjeuner ensemble et à s'échanger des idées de concept pour une histoire. L'un des concepts était de créer une histoire basée sur 2 personnages qui se rapprochent par la force des choses, malgré des oppositions très fortes entre eux. C'est comme ça qu'est né le concept de la Mute Girl, qu'il cherchait à implémenter dans Uncharted 2. Lorsqu'on travaillait sur Uncharted 2, Bruce et moi, on mangeait souvent ensemble et on discutait de nos idées. Nos idées d'histoire ou des concepts de gameplay, et on aimait tous les deux Ico, comme vous pouvez le voir dans nos jeux. Et il y avait cette idée qui revenait tout le temps, le concept de la Mute Girl. L'idée était que dans Uncharted 2, quand Nathan arrive dans la ville de Naples, vous feriez partie d'un groupe de résistants et vous campez avec eux pour la nuit. Et l'une de ces filles est muette. L'idée de la rendre muette, c'est de faire passer les interactions à travers le gameplay. Elle devait vous réveiller et vous faire des signes pour vous dire de la suivre. Vous la suivez dans une allée, elle commence à escalader une sortie de secours, alors vous la suivez jusqu'en haut, et là, elle partage avec vous cette vue sur la ville qu'elle considère être sa maison. Pour nous, c'était un excellent moment pour montrer comment créer un lien à travers le gameplay. Mais cette idée ne marchait pas avec ce qu'on voulait raconter dans Uncharted 2. Pourtant, cette idée de la Mute Girl nous trottait encore dans un coin de la tête. 2009. Quelques semaines après la sortie d'Uncharted 2, tout le monde s'était réuni pour fêter le succès du jeu. Et comme je l'ai dit au début du chapitre, Neil Druckmann et Bruce Straley étaient un peu frustrés. La raison, c'est parce qu'ils commençaient à en avoir marre d'Uncharted. Ils avaient l'impression d'avoir fait le tour avec la licence et n'avaient pas très envie de rempiler pour Uncharted 3. Mais heureusement pour eux, ce sentiment ne va pas durer très longtemps. Pendant que le studio fêtait le succès d'Uncharted 2, les coprésidents du studio, Evan Wells et Christophe Balestra, pensaient déjà à la suite. Et voyant l'alchimie entre Neil Druckmann et Bruce Straley, Evan Wells et Christophe Balestra convoquèrent Neil et Bruce et leur proposèrent de diriger un jeu ensemble. Neil Druckmann et Bruce Straley acceptèrent avec joie.
Pour la première fois dans son histoire, Naughty Dog allait travailler sur 2 jeux en même temps. D'un côté, Amy Hennig dirigeait Uncharted 3, et de l'autre côté, Neil Druckmann et Bruce Straley travaillaient sur un autre jeu portant le nom de code Projet Z. Et à la base, Projet Z, ça devait être un nouvel épisode de Jak and Daxter pour surfer sur le succès déjà établi de la licence. Mais le truc, c'est que créativement, ça convenait pas trop à Neil et Bruce. Ils ont tenté de prendre une direction plus mature pour la série, mais cela s'éloignait trop de l'ADN de la licence. On se demandait, est-ce qu'on fait ça pour des raisons commerciales ? Et on appelle ça Jak and Daxter alors que ce n'est pas Jak and Daxter. Et la réponse, c'est qu'on avait plus l'impression que c'était du marketing. On n'avait pas l'impression de faire honneur à ce qu'appréciaient les fans de la série. À la suite de cette prise de conscience, ils sont retournés voir les coprésidents du studio et leur ont demandé si Projet Z était gravé dans le marbre. La réponse fut non. S'ils le voulaient, Neil et Bruce pouvaient partir sur une nouvelle licence, et c'est ce qu'ils firent. Ils ont d'abord commencé à imaginer l'univers du jeu qui se déroulerait dans un univers post-apocalyptique. Dans The Last of Us, l'humanité est infectée par le Cordyceps, un champignon qui a contaminé les humains en les transformant en une sorte de zombie champignon, si je puis dire. Eh bien, chers amis, figurez-vous que ce champignon existe aussi dans notre réalité. Neil Druckmann et Bruce Straley ont dit s'être inspirés d'un documentaire de la mini-série Planet Earth, produit par la BBC. Un des épisodes parle d'un champignon tueur portant le nom de Cordyceps. Contrairement au jeu, le Cordyceps n'infecte pas les humains, mais uniquement les insectes. Pour ce qui est du scénario, c'est un peu plus compliqué de savoir quand datent les premiers jets, mais plusieurs sources s'accordent à dire que la première version du scénario serait basée sur un ancien script d'un vieux projet abandonné de Neil Druckmann, qui s'appelait The Turning. Dans The Turning, on suit l'histoire d'un policier qui est devenu un criminel après avoir perdu sa fille. Là encore dans un monde post-apo, un jour ce personnage va rencontrer une jeune fille qu'il va devoir protéger. Pour écrire la première version du jeu, Neil Druckmann avait décidé de reprendre plusieurs éléments de The Turning en y rajoutant le Cordyceps ainsi que le concept de la Mute Girl, que lui et Bruce Straley cherchaient à implémenter dans Uncharted 2. Avec tout ça en tête, ils écrivent une première version du jeu qui s'appelait Mankind. Si certains éléments du script final sont déjà présents, il y a un élément qui lui est radicalement différent. Dans cette version, le Cordyceps n'infecte pas toute la population, mais uniquement les femmes. Quand cette version fut présentée pour la première fois à leurs équipes, la réception fut très froide et le script rapidement qualifié de misogyne. Heureusement, le scénariste s'est rendu compte de son erreur et a abandonné cette idée. Entre mars et juillet 2010, Neil Druckmann et Bruce Straley peaufinent le scénario et échangent certains éléments. Par exemple, le nom du personnage principal qui s'appelait Ethan changeait en Joel. Certains éléments changeront encore pendant le développement, mais les deux personnages principaux, Joel et Ellie, ainsi que le squelette du jeu, sont bien là. En août 2010, ils retournent voir les dirigeants de Naughty Dog, qui cette fois valident le script. Et c'est ainsi qu'est né The Last of Us. Comme pour les précédents projets de Naughty Dog, The Last of Us sera un TPS, avec 2 inspirations majeures. La première et la plus évidente des deux, c'est Resident Evil 4. L'élément qui fut repris, c'est évidemment la caméra à l'épaule. Après la sortie de The Last of Us, nous avons reçu beaucoup de louanges, et certains ont comparé l'impact de notre jeu à celui de Resident Evil 4. Mais nous n'avons rien inventé. Je crois qu'on ne mesure pas à quel point Shinji Mikami est un dieu du game design. La gestion de la caméra dans le jeu qui sait toujours se déplacer pour mettre en relief un ennemi lorsqu'on est au corps à corps, cette composition, ça a tout changé. La deuxième inspiration, c'est Ico. Ce qui fut repris dans Ico, c'est les énigmes qui nous demandent de collaborer avec Yorda, la fille qui nous suit dans Ico. Pour ce qui est de l'univers du jeu, ils voulaient créer un monde qui pourrait s'apparenter à de l'anticipation. Pour ce faire, ils se sont basés sur un essai de Alan Weisman, publié en 2007, The World Without Us. Dans son livre, Alan Weisman analyse la façon dont l'homme repousse constamment la nature et essaie d'imaginer à quoi ressemblerait son développement si l'humanité venait à disparaître. Dans l'essai, c'est la ville de New York qui est prise comme exemple. 2 jours après l'extinction de l'humanité, New York serait inondée sous les eaux. Parce que la ville a été bâtie sur une zone marécageuse et à cause de l'arrêt des stations de pompage souterraines, l'eau s'infiltrerait dans les galeries de métro. Au bout de 10 ans, les bâtiments s'effondreraient à cause de l'eau qui attaque les fondations ou seraient ensevelis sur la végétation. Bon, on va pas tout raconter parce que l'essai est très long et dense, mais je pense que vous avez l'idée. Et les artistes chez Naughty Dog l'ont aussi compris et l'ont poussé jusqu'à créer une symbiose parfaite entre nature et urbanisme. We have another level of OCD of the logic goes into some of these environments. Water damage seeps in, but then that creates some little moss growing on the floor, or a tree radiates energy from its base, and that over time starts to melt the snow around, and that's the reason why you'd see those like rings of leaves showing through in the snow. That gives it that extra, believability. This is pitch art. I'll try to start with an idea that conveys sort of the feel of the environment. Something like this, very brushstrokey, very painterly. You can see not a lot of detail, just energy and conveying a mood. This is sort of just a conversation starter,
And then this would be more of an actual space. So you start talking about, is this too tight of a space right here? Would the player even fit through there? Do we even want to include water? Those are conversations you start having a little bit later. And then it usually needs several more passes back and forth in order to be tightened up to be the experience that you would see in the final product. So, dude, I was... Quand Neil Druckmann et Bruce Sholey écrivaient le scénario, il y avait des musiques qui tournaient dans leurs oreilles. Plus précisément celles des films Secret Brokeback Mountain et Babel. Le point commun entre ces deux films, c'est que leurs BO ont été composés par Gustavo Santaolalla. On mettait au point des sortes de petits extraits de gameplay, alors que même que le moteur du jeu n'était pas finalisé et que l'IA n'avait pas été développée. Et donc à ce moment-là, on a préparé une vidéo référence dans laquelle il y avait une musique de Gustavo. Je crois que c'est la toute première fois où on avait réussi à faire passer les émotions qu'on voulait faire émerger, et que toute l'équipe l'avait compris. C'était grâce à cette musique. Alors quand Sony nous a demandé qui on voulait comme compositeur, on a répondu Gustavo. Ils nous ont dit ok. Gustavo Santaolalla est intervenu très tôt dans le développement. Certains dialogues de certaines musiques auraient été retirés pour laisser plus de place à la musique qui portait plus de subtilité. Mais Gustavo ne fut pas le seul à avoir une influence sur le scénario, ce fut aussi le cas des acteurs de Joel et Ellie. Trouver l'actrice qui allait interpréter Ellie a été une tâche relativement facile. C'est Ashley Johnson qui décrochera le rôle. En revanche, pour Joel, l'acteur fut plus compliqué à trouver. C'est finalement Troy Baker qui sera choisi. Au départ, Neil Druckmann n'était pas convaincu la première fois qu'il a vu Troy Baker, parce que c'était le plus jeune à auditionner et qu'il ne ressemblait pas du tout à Joel. Mais quand il a entendu sa voix grave et vu son alchimie avec Ashley, il changea complètement d'avis. Comme je l'avais dit, Troy Baker et Ashley Johnson ont eu une influence sur le scénario. Ashley apporta plus d'humour ainsi qu'un côté plus adolescent à Ellie. Troy Baker, lui, changea complètement l'attitude de son personnage. Dans le script de base, Joel avait un tempérament relativement calme, même dans les situations stressantes. Mais Troy Baker trouvait que cela ne collait pas avec le personnage, alors il décida de le jouer comme quelqu'un d'impulsif. Quelqu'un qui essaierait de se contrôler, mais n'y arrive pas. Ces changements ont beaucoup plu à Neil Druckmann, qui décida de les garder comme ça. Le tournage de The Last of Us fut réalisé en motion capture. Après ça, ce sont les animateurs qui ont pris le relais, ils ont corrigé certaines pauses pour qu'elles collent mieux avec la scène, et ils ont même créé les animations faciales des personnages à la main. Un travail titanesque qui donne encore plus de vie à l'interprétation des acteurs. Il y a aussi eu un énorme travail sur l'intelligence artificielle des personnages, mais pour le coup je vous renvoie directement vers la vidéo de AI Endgame qui vous expliquera bien mieux que moi tout le travail que ça a demandé. 2011. Uncharted 3 sort officiellement et c'est un succès. Les employés qui bossaient dessus sont partis rejoindre les équipes de Neil et Bruce. Le 10 décembre 2011, Naughty Dog et Sony dévoilent enfin l'existence de The Last of Us à travers une bande-annonce. Et c'est la En fait, entre 2009 et 2011, Neil Druckmann et Bruce Sholey travaillaient seulement sur le scénario et la partie artistique du jeu. Quand le premier teaser en cinématique précalculée fut montré au public, en interne le jeu n'était fini qu'à seulement 15%. Entre 2012 et la sortie du jeu en 2013, Naughty Dog va malheureusement entrer en période de crunch. Les outils graphiques ont dû être retravaillés et le scénario se voit encore modifié. Heureusement, Bruce Sholey est là et va encore être à nouveau un pilier indispensable qui aidera à la cohésion des équipes. À l'E3 2012, Naughty Dog et Sony montreront une démo du jeu qui rassurera le public vis-à-vis du jeu. Mais ça n'en reste pas moins une dernière année de production chaotique. Beaucoup d'éléments fondamentaux sont rajoutés dans les derniers mois de la production, il faut tout assembler et régler les bugs, un surmenage intense malheureusement devenu habituel pour les employés et qui n'a pas fini de s'aggraver pour Naughty Dog. L'une des choses qui peut expliquer ces périodes de crunch, c'est la structure de Naughty Dog. Naughty Dog avait ce qu'on pourrait appeler une structure horizontale sans producteur. Une structure où tout le monde peut participer de manière égale. Le problème c'est que cette structure a systématiquement débouché à des problèmes de management réguliers, d'après certains témoignages d'anciens employés anonymes. C'est après 3 longues années de développement complexe et compliqué que le premier The Last of Us sortira le 14 juin 2013 dans le monde entier. Et ce fut un grand succès. Le jeu a été extrêmement bien accueilli par la critique, qui lui avait presque tous attribué la note maximale. Commercialement, le jeu se vendra à 1,17 million de copies le jour de sa sortie et atteindra les 3,4 millions un mois après. En juillet 2014, le jeu passera la barre des 7 millions de ventes et son remaster PS4 sortira un mois plus tard. Le 14 juin 2018, Naughty Dog a déclaré que la version originale sur PS3 et le remaster PS4 avaient en tout vendu plus de 17 millions d'exemplaires. Alors ces chiffres ont certainement dû augmenter depuis, mais Sony n'a pas recommuniqué dessus et il en est de même pour le récent remake du jeu. Du côté du public, le jeu fut tout aussi bien accueilli, et aujourd'hui certains le considèrent comme un chef-d'œuvre. Quelques mois après la sortie du jeu, un DLC du nom de Left Behind fut vendu en téléchargement. Celui-ci explore un petit bout du passé d'Ellie. The Last of Us se déroule dans un monde post-apo, où une épidémie de cordyceps a infecté la majorité de l'humanité. L'armée a profité de la situation pour instaurer la loi martiale dans certaines villes, et ceux qui restent chassent et tuent pour survivre.
Et c'est dans ce contexte que nous allons suivre l'histoire de Joel, un homme qui a perdu sa fille le jour où le monde est parti en couille. On le retrouve 20 ans plus tard et entre-temps Joel a beaucoup changé. Joel est devenu un contrebandier endurci par la vie qui n'hésite pas à tuer pour survivre. Un jour, Joel accepte malgré lui une mission auprès des Lucioles, un groupe révolutionnaire qui lutte contre l'armée et qui cherche un vaccin pour sauver l'humanité. La mission de Joel est d'escorter Ellie, une jeune adolescente de 14 ans immunisée au cordyceps qui pourrait bien porter en elle le remède à l'humanité. Et c'est ainsi que Joel et Ellie partent pour un road trip à travers les États-Unis où ils finiront par se rapprocher et créer une relation paternelle. Bon, j'aimerais commencer avec le point où je suis un peu mitigé à propos de The Last of Us. Son gameplay. Comme je l'ai dit plus tôt, The Last of Us est un TPS linéaire dans lequel vous allez traverser des chapitres qui pourraient bien s'apparenter à des niveaux qui ont presque tous une structure similaire. Quand vous commencez un chapitre, vous allez marcher vers votre objectif, toujours accompagné par Ellie ou quelqu'un d'autre, et explorer les environnements pour trouver des trucs avec lesquels vous allez fabriquer des équipements. Et pendant que vos personnages discutent, il arrivera régulièrement que vous soyez bloqué par divers obstacles, et vous devrez résoudre des énigmes pour avancer. Puis après ça, vous enchaînerez une séquence d'infiltration ou de gunfight contre des humains ou des infectés, puis vous recommencerez à marcher tranquillement vers votre objectif. Et vous réenchaînerez avec une séquence d'infiltration ou de gunfight contre des humains ou des infectés. Puis le chapitre se conclut sur un événement marquant. Bon, en gros, voilà plus ou moins la boucle de gameplay de The Last of Us. Maintenant, j'aimerais reprendre cette boucle en détail. Pour commencer, j'ai bien aimé les moments où nos personnages parlent et explorent. Certes, il ne se passe pas grand chose lors de ces phases, mais elles permettent de créer des moments plus calmes dans lesquels nos personnages se rapprochent en parlant. Et ça nous permet de mieux nous préparer pour la suite en nous faisant explorer ou collecter des trucs pour fabriquer des kits de soins, des mines, des cocktails molotov et des fumigènes. Pour ce qui est des énigmes, c'est le point que j'ai le moins aimé du jeu. La raison, c'est parce qu'on fait toujours la même chose. On porte des échelles, des caisses ou des palettes dans l'eau pour permettre à Ellie de traverser, et on alterne en boucle entre ces trois types d'énigmes, et c'est ultra répétitif bien que fonctionnel. Pour ce qui est des gunfights, on est sur du très classique. Vous vous baissez en appuyant sur rond, vous vous mettez derrière des caisses pour vous protéger des tirs adverses, et vous attendez le bon moment pour tirer sur l'ennemi, en visant avec L2 et vous tirez avec R2. Vous pourrez aussi vous battre à main nue ou avec des armes blanches et leur envoyer des cocktails Molotov et des mines que vous avez fabriquées. Pour ce qui est de l'infiltration, là aussi c'est du très classique. Vous devrez rester baissé et avancer sans vous faire repérer et en faisant le moins de bruit possible. Surtout si vous devez vous infiltrer dans une zone remplie d'infectés, car certains d'entre eux qu'on appelle des claqueurs sont aveugles mais se repèrent grâce à l'écolocalisation. S'ils vous entendent, ils vous foncent dessus et peuvent vous tuer en un coup. Vous pourrez aussi vous aider d'une sorte de vision d'écoute qui vous permet de voir à travers les murs. Comme je l'ai dit, c'est du très classique mais fonctionnel. Et je pense que vous voyez là où je veux en venir. Le gameplay de The Last of Us est simple à prendre en main, mais surtout fonctionnel et pas très original. Et alors autant ça ne me dérange pas que les mécaniques ne soient pas très originales, ce n'est pas une raison qui m'empêche d'apprécier un jeu, mais le truc c'est que The Last of Us se contente de faire le minimum. Et ce que j'entends par le minimum, c'est rendre fonctionnelles ces mécaniques de gameplay. Le gameplay de The Last of Us est bien fait, et fait ce qu'on attend de lui, mais rien de plus. Mais le truc qui me gêne, c'est qu'il aurait pu aller bien plus loin. Mais bon, au moins il reste agréable à prendre en main. À part ça, j'avoue ne pas avoir grand chose d'autre à reprocher à The Last of Us. Les musiques sont très bonnes, voire marquantes pour certaines. La technique du jeu est magnifique. Alors certes, à l'écran on voyait le remake du jeu, mais déjà à l'époque, la version d'origine sur PS3 était considérée comme l'un des plus beaux jeux de la console. Sans parler du level design, de la narration environnementale, des milliers de détails présents un peu partout dans les environnements, sur les tenues des personnages, du sound design, de la physique de l'eau et de la nature et des animations des personnages. Sans déconner, je n'ai jamais vu des animations aussi bien détaillées pour améliorer une arme. La mise en scène reste à hauteur d'homme, ce qui à mon sens la rend plus efficace. Troy Baker et Ashley Johnson jouent leur rôle à la perfection. La VF du jeu est tout aussi bonne. Concernant l'histoire, je l'ai trouvée globalement bien écrite. Ellie et Joel sont des personnages attachants, cependant j'ai deux regrets. Le premier, c'est que contrairement à nos deux personnages principaux, j'ai eu de la peine à apprécier les personnages secondaires. Marlène, la chef des Lucioles, n'est là que pour introduire Ellie et l'objectif du jeu. Bill n'est là que pour un chapitre et nous aide juste à trouver une voiture. Pareil pour Tommy, le frère de Joel, qui nous indique juste la prochaine destination à suivre. Sam et Henry auraient dû rester plus longtemps avec nous. Et Tess aurait pu être un personnage marquant, mais elle meurt trop tôt dans le jeu. Bon, en vrai, ça va, c'est pas un gros regret. La plupart de ces personnages n'interviennent que peu de temps dans l'histoire, qui elle se concentre surtout sur Joel et Ellie. Et pour ce qui est de mon deuxième regret, avant de vous dire ce que c'est, il faut que je vous parle du chapitre que j'ai le plus aimé, car ça va me permettre de mieux expliquer ce regret. Ce fameux chapitre que j'ai le plus aimé, ce n'est pas n'importe lequel, c'est le dernier du jeu. Après avoir voyagé à travers les États-Unis pendant des mois, Joel et Ellie arrivent enfin dans la ville où se trouve l'hôpital des Lucioles. Mais sur la dernière ligne droite, il arrive un accident qui laisse Ellie inconsciente. Et pendant que Joel essaye de réanimer la jeune fille, Joel se fait assommer par un membre des Lucioles.
Joël se réveille dans l'hôpital des Lucioles aux côtés de Marlène qui lui explique que c'était un accident, ces hommes ne savaient pas qui il était. Elle lui explique que Ellie va bien, mais quand Joël demande s'il peut la voir, Marlène lui dit que non et qu'elle va être opérée. Joël lui demande pourquoi et Marlène lui dit que le cordyceps présent en elle a muté et qu'elle est donc immunisée. Marlène dit aussi à Joël que dès qu'ils auront enlevé le cordyceps, ils pourront développer un vaccin. Mais étant donné que celui-ci pousse dans le cerveau d'Ellie, le retirer voudrait dire la tuer. Et le truc c'est que Joël, il s'est beaucoup attaché à Ellie pendant leur voyage, au point de la voir comme sa fille adoptive. Et il n'a pas très envie de voir pour la deuxième fois la personne à qui il tient le plus se faire tuer par un humain, et ce même pour la survie de l'humanité. Et de ce fait, Joël pète les plombs. Il tue tous les membres des Lucioles restants, dont le médecin qui devait opérer Ellie, il prend le corps inconsciente de la jeune fille, descend jusqu'au parking pour trouver une voiture, et quand il sort de l'ascenseur, il se fait menacer par Marlène. Marlène comprend pourquoi Joël agit ainsi et va essayer de la voir émotionnellement. Et puis, il se passe ceci. What the hell am I wearing? Just take it easy. Drugs are still wearing off. What happened? We found the fireflies. Turns out there's a whole lot more like you, Ellie. People that are immune. There's dozens, actually. Ain't done 'em a damn bit of good, neither. They've stopped looking for a cure. I'm taking us home. I'm sorry. Wait! Let me go. Please. You just come after her. Après ça, on incarne Ellie pendant la dernière minute du jeu. On suit Joël jusqu'à Jackson, la ville où réside Tommy, et puis sur le chemin, une dernière discussion commence entre eux. Hey, wait. Back in Boston? Back when I was bitten? I wasn't alone. My best friend was there. And she got bit too. We didn't know what to do. So... she says... let's just wait it out. You know, we can be all poetic and just lose our minds together. I'm still waiting for my turn. Ellie. Her name was Riley, and she was the first to die. And then it was Tess. And then Sam. None of that is on you. You don't understand. I struggled for a long time with surviving. And you... no matter what, you keep finding something to fight for. Now, I know that's not what you want to hear right now. Swear to me. Swear to me that everything that you've said about the Fireflies is true. I swear. Okay. Nous
The Last of Us se termine sur un mensonge. À sa sortie, cette fin avait déjà un peu divisé les joueurs. D'un côté, tu as ceux qui n'ont pas du tout été d'accord avec les actes de Joel et qui ont eu l'impression de faire tout ça pour rien. Et de l'autre, tu as ceux qui au contraire étaient d'accord. Et personnellement, j'aime beaucoup cette fin. J'aime beaucoup cette fin parce qu'au-delà d'être une brillante conclusion à l'arc scénaristique de Joel et Ellie, j'aime surtout le parti pris qu'elle a pris. Sauver et mentir à Ellie par amour et égoïsme, quitte à être en désaccord total avec le joueur. Et justement, mon deuxième regret, c'est que j'aurais voulu plus de parti pris dans le genre. Si la violence peut être à certains moments visuellement crue, dans l'histoire, je trouve que ça reste assez sage. Certes, Joel effectue de très nombreuses fois des exactions, mais c'est toujours pour protéger Ellie, ce qui fait que même si vous n'appréciez pas Joel, on reste malgré tout d'accord avec ses actions car elles restent dans un but qu'on pourrait qualifier de noble. Sauf à la fin du jeu, où là il agit par pur égoïsme et est donc pas forcément en raccord avec le joueur. Et encore une fois, si j'ai trouvé l'écriture globalement réussie, j'aurais aimé que les personnages soient confrontés à plus de dilemmes moraux dans le genre. Bon, qu'est-ce que je pense de The Last of Us partie 1 ? Eh ben, j'ai globalement bien aimé le jeu, mais je ne peux pas empêcher d'être un peu frustré. Parce que je sais qu'à quelques trucs près, j'aurais pu beaucoup plus aimer le jeu. Si le jeu avait poussé juste un petit peu plus loin les mécaniques de gameplay et avait été un peu moins sage sur son histoire, je pense que ça aurait été parfait pour moi. Mais bon, le jeu est comme il est, et même si j'ai bien aimé, j'en sors aussi malheureusement avec un petit goût... amer. « 2014. Après la sortie du remaster sur PS4, Neil Druckmann et Bruce Straley avaient toujours envie de faire une vraie suite à The Last of Us. Ils ont d'abord commencé à écrire des brouillons de ce à quoi pourrait ressembler cette suite. Mais une question persiste dans l'esprit de Neil Druckmann. Comment faire une suite à un jeu qui n'en a pas besoin ? Comme je l'ai dit plus tôt, l'un des plus gros points forts de la fin du premier The Last of Us était qu'elle concluait parfaitement l'arc scénaristique de Joel. De même pour celui d'Ellie qui s'est terminé malgré elle sur un triste et à la fois magnifique mensonge. Mais justement, Neil Druckmann trouvait qu'il y avait encore beaucoup de choses à dire sur elle, ainsi que sur le mensonge de Joel. Il se demandait comment est-ce qu'elle réagirait si elle apprenait la vérité. Dans la première version du script, Ellie apprend qu'une autre personne est immunisée au cordyceps et part à sa recherche. Joel se lance à sa poursuite et cela conduit à la révélation du mensonge de Joel. Mais ce scénario fut très vite abandonné. Neil Druckmann voulait que cette suite parle de sentiments universels, comme le premier jeu. Mais pour ne pas faire de redites, il s'est dit que cette fois-ci The Last of Us Partie 2 ne parlera pas d'amour et d'espoir, mais au contraire de haine et de désespoir. Mais qu'est-ce qui pourrait bien amener cette haine ? Eh bien pour Bruce Straley, ce serait de tuer Joel. Pour lui, ce serait la seule justification pour que Ellie s'embarque dans une spirale de haine. Bien qu'elle ait des doutes sur le mensonge de Joel, ça ne restait pas moins sa seule figure paternelle. Une haine que Ellie et les joueurs devraient ressentir en voyant le personnage qu'ils ont incarné et auquel ils se sont attachés se faire brutalement tuer. Mais étant donné que tout se passait trop bien jusqu'ici, un problème va venir foutre le bazar chez Naughty Dog, et ce problème, c'est Uncharted 4. En fait, pendant que Neil et Bruce développaient Left Behind, avec leurs équipes, le développement de Uncharted 4 virait à la catastrophe. Mais l'événement qui viendra définitivement foutre le bazar chez Naughty Dog, c'est le licenciement de Amy Hennig en pleine production d'Uncharted 4. Suite à ce renvoi, Christophe Balestra et Evan Wells sont allés voir Neil Druckmann et Bruce Straley en urgence pour leur proposer de diriger Uncharted 4. Ce qui a particulièrement énervé Bruce Straley, qui commençait sérieusement à fatiguer après tant d'années à carburer. Le duo accepta finalement de diriger Uncharted 4, mais à deux conditions. Les conditions étaient qu'ils aient un contrôle créatif total, et qu'ils puissent totalement réécrire le scénario de Amy Hennig. Les dirigeants ont accepté, et c'est ainsi que le développement de The Last of Us 2 fut mis en pause au profit de celui de Uncharted 4. Et alors je sais que cette vidéo est de base centrée sur The Last of Us, mais il faut que je vous parle rapidement du développement de Uncharted 4. Quand Neil Druckmann et Bruce Straley sont arrivés sur le développement de Uncharted 4, leur première décision a été d'entièrement rebooter le projet. Tout ce qu'avait fait Amy Hennig en 2 ans, ça part à la poubelle, on recommence et y a pas de temps à perdre, le jeu doit sortir en 2015. Bon, finalement le jeu fut repoussé 3 fois et finira par sortir en 2016, mais ça n'en restait pas moins très court pour un jeu de cette ampleur. D'habitude, les périodes de crunch arrivaient dans la dernière année de production d'un jeu. Mais pour Uncharted 4, c'est tout le développement qui était comme ça. Uncharted 4 finira finalement par sortir le 16 mai 2016, et c'était une réussite critique et commerciale qui avait à mon sens réussi parfaitement à conclure sa licence. Mais Uncharted 4 c'est aussi le jeu qui fera faire un burn-out à Bruce Straley, qui décidera de prendre un congé sabbatique de plusieurs mois. Pendant que Bruce était en arrêt, Neil Druckmann décida d'enfin reprendre le développement de The Last of Us Partie 2, qui entra en phase de production. Mais le problème c'est que comme vous le savez, Bruce Straley est le co-auteur de The Last of Us.
et que de ce fait il fallait trouver quelqu'un pour remplacer Bruce Sholly le temps qu'il revienne. C'est la scénariste L.A. Gross qui fut choisie pour remplacer Bruce, parce qu'elle avait déjà travaillé sur des séries télé, notamment les 2 premières saisons de Westworld, et que de ce fait elle avait déjà rencontré des problèmes d'écriture similaires à ce qu'on peut retrouver dans le développement d'un jeu qui demande constamment de s'adapter aux imprévus. La deuxième raison, c'est parce qu'étant donné que la majorité des personnages principaux de The Last of Us 2 sont féminins, Neil Druckmann s'était dit qu'elle pourrait justement apporter plus de profondeur à ses personnages. L.A. Gross a intégré Naughty Dog en fin d'année 2016. Et quand elle est arrivée, elle et Neil ont décidé de reprendre là où Neil et Bruce se sont arrêtés. C'est-à-dire au meurtre de Joel. Et justement, ils se sont demandé qui pourrait bien tuer Joel. Et c'est ainsi que le personnage d'Abby est né. Le personnage d'Abby a eu une création un peu particulière, qui détonne du reste de la création de personnages dans le jeu vidéo. Ils ont d'abord imaginé le caractère de Abby, puis ils ont imaginé un design pour le personnage. Neil Druckmann voulait que le design d'Abby soit très marqué et qu'on ne voit pas tous les jours dans le jeu vidéo. Une description très vague qui donnera lieu à plusieurs designs, dont parmi eux 3 qui se distinguent énormément. Le premier était de la dépeindre comme une afro-américaine avec un regard sombre. Le deuxième était de lui donner un teint pâle avec une longue chevelure brune. Le troisième était d'en faire un personnage musclé avec un regard endurci. C'est finalement ce troisième design qui fut choisi parce que c'est celui qui collait le mieux avec le caractère du personnage et les actions qu'elle effectue dans le jeu. Après lui avoir trouvé son caractère et son design, l'équipe d'écriture peaufine sa personnalité et écrit son passé. Dans une des premières versions du personnage, Abby est une survivante d'un camp de nomades qui fut attaqué par Joel et Tommy quand elle était petite. On jouerait avec elle en tant qu'enfant, faisant partie d'une caravane qui bouge d'endroit en endroit. Ils sont pris en embuscade et se font tirer dessus. Tout le monde se fait tuer. Et là, on voit Joel et Tommy. On les voit durant les années où ils sont chasseurs et Abby survit parce que l'un de ses parents l'éloigne. Elle voit ces 2 hommes et toute sa vie, elle pense à se venger. Mais pendant qu'on développait l'histoire et les thématiques autour du cycle de la violence, on avait eu cette idée. Tous ceux qui ont fait le premier jeu ont dû tuer le docteur. Tout le monde a dû commettre cet acte. Et ce cycle de la violence où un acte en déclenche un autre, qui en déclenche un autre, il y avait quelque chose de poétique. Vous êtes complice et bloqué dans cette boule de neige. C'était une bonne façon de lier les actions de Joel dans le premier jeu avec celles du deuxième. Comme vous l'aurez compris, cette version fut abandonnée pour une autre qui deviendra définitive. Comme pour le premier jeu, le scénario évoluera énormément au cours du développement. Pendant la production du jeu, les équipes se demandaient quel lieu on pourrait visiter dans ce deuxième opus. Alors que le premier jeu se passait dans plusieurs endroits, cette fois-ci ils voulaient que les actions du jeu se déroulent uniquement dans une ville précise. C'est la ville de Seattle qui fut choisie, car c'est celle qui permettait un level design plus vertical et plus diversifié. C'est lors du PlayStation Experience du 4 décembre 2016 que The Last of Us Partie 2 sera dévoilé au public à travers un trailer CGI précalculé. 2017. Cette année-là, il y a eu beaucoup de départs d'employés chez Naughty Dog. Parmi eux, il y en a 2 qui ont été très médiatisés. Le premier, en avril 2017, c'est celui de Christophe Balestra qui était coprésident du studio. Le deuxième, c'est celui de Bruce Sholly qui quittera le studio en septembre 2017 après 18 ans de bons et loyaux services. Comme je l'ai dit, après le développement de Uncharted 4, Bruce Sholly a décidé de prendre un congé de quelques mois. Mais finalement, il décidera de démissionner car il est juste épuisé, voire brisé après tant d'années à tout donner. Bon, aujourd'hui, je vous rassure, Bruce Sholly semble aller mieux. Il s'est fait discret ces dernières années, mais on a récemment appris l'ouverture de son propre studio. Pour remplacer Bruce sur l'aspect technique, c'est Anthony Newman, concepteur des combats au corps à corps dans le premier jeu, ainsi que Kurt Margenau, qui était game director sur Uncharted Lost Legacy, qui fut choisi. Et pour remplacer Christophe Balestra au poste de coprésident, eh bien c'est Neil Druckmann qui fut choisi. Parce que ça faisait longtemps qu'il était là et qu'il est à l'origine des 2 plus gros succès du studio. Officiellement, Neil Druckmann deviendra vice-président en 2018, puis coprésident en 2020. Mais officieusement, il aurait déjà commencé à assurer ses doubles casquettes de vice-président et de directeur sur The Last of Us 2. Le truc, c'est que ce nouveau poste l'occupe énormément, et il va de plus en plus délaisser l'écriture à L.A. Gross. Je fais beaucoup plus confiance aux gens maintenant qu'à l'époque de The Last of Us Partie 1. C'est nécessaire parce que je n'ai pas le temps que j'avais sur The Last of Us 1. Écrire est l'un des éléments que j'aime le plus dans mon métier, mais je ne peux plus le faire autant. Du moins, tout ce qui compose l'écriture, écrire un brouillon, écrire le script, les dialogues, etc. Sur The Last of Us Partie 1, j'ai fait tout ça. Mais ici, j'ai fait moins de la moitié. C'est aussi début 2017 que le tournage du jeu a commencé. Troy Baker et Ashley Johnson ont évidemment repris les rôles de Joel et Ellie, et pour le personnage d'Abby, c'est l'actrice Laura Bailey qui fut choisie. The Last of Us 2 a mis 2 très longues années à être tourné. 2 ans, c'est une durée extrêmement longue, pour ne pas dire anormale, et il y a plusieurs éléments qui peuvent expliquer cette durée. Tout d'abord, la grosse différence entre le tournage de The Last of Us 1 et 2, c'est que le deuxième a été réalisé en alternant avec la performance capture et la motion capture.
Pour ceux qui ne savent pas la différence entre ces deux techniques, le motion capture permet de capturer les mouvements d'un acteur et de les retranscrire sur un avatar virtuel en temps réel. La performance capture permet elle aussi de capturer les mouvements, mais elle se concentre essentiellement sur la performance faciale de l'acteur en accentuant ses subtilités de jeu afin de le retranscrire le plus fidèlement possible. Pour les scènes tranquilles où les personnages discutent, c'est la performance capture qui fut employée, et pour les scènes plus physiques, c'est la motion capture qui fut utilisée. D'ailleurs, certaines de ces scènes étaient parfois plus dures pour les comédiens, qui n'avaient pas forcément les conditions physiques pour les faire. À ça, on rajoute la présence de nombreux figurants, des cascadeurs et des animaux dont on a aussi capturé les mouvements, sans oublier la longueur de l'histoire en elle-même qui a forcément beaucoup joué. En parallèle du tournage, l'aspect technique et la structure du jeu commencent à se mettre en place. A la base, The Last of Us 2 n'aurait pas dû être un jeu linéaire comme son aîné, mais un open world composé de plusieurs zones. Mais cette idée fut abandonnée pour retourner à une structure linéaire, car cela ne correspondait pas à la vision de Neil et LA. Quand on a assemblé les bouts de scénario ensemble, on avait l'impression que le jeu qu'on essayait de faire, l'histoire qu'on essayait de raconter, les personnages qu'on avait, ça n'avait pas de sens d'en faire un open world. Et ces aspects donnaient l'impression d'entrer en conflit. En octobre 2017, un nouveau trailer sera dévoilé dans lequel on découvrira le personnage de Abby. 2 mois plus tard, en décembre 2017, Neil Druckmann déclarera lors d'une conférence se déroulant à la Paris Game Week que le jeu est à moitié terminé. Sauf que c'était un mensonge. Et ce mensonge va grandement faire stresser les équipes du jeu, qui étaient déjà en train de douter sur plusieurs éléments. Ce jeu était important pour tout le monde, mais nous avons parfois eu le sentiment d'être dépassés. Et j'aime bien parler des problématiques rencontrées par certains membres du studio. La longueur du titre est souvent revenue parmi les principales sources d'inquiétude. Nous avions trop de choses à faire et nous n'avions pas l'impression de pouvoir tenir nos délais et atteindre le niveau de qualité que nous souhaitions. Et à plusieurs reprises lors du développement, nous nous sommes sentis dépassés. J'ai plus le chiffre en tête, mais Ashley m'a parlé du nombre de costumes portés par Ali tout le long du jeu. Je crois que c'est une quinzaine, c'est assez fou. Pour nous, ça représente une quantité de travail phénoménale. Par exemple, à Seattle, lorsqu'elle remet sa veste et qu'elle remet sa capuche lorsqu'il pleut. J'aime beaucoup ce détail et le fait que nous l'ayons intégré. Mais ce n'est pas qu'une capuche pour nous, c'est une toute autre tenue. Non seulement il y a beaucoup de personnages et en plus ils ont des costumes différents, tous les personnages ont une variante avec les cheveux secs et les cheveux mouillés quand il pleut ou quand ils vont dans l'eau. 2018. C'est malheureusement cette année que Naughty Dog rentrera en période de crunch qui durera jusqu'à la sortie du jeu en 2020. Mais cette fois, c'était particulièrement plus violent que pour les précédents jeux. D'après le témoignage d'anciens employés, les journées de travail pouvaient durer jusqu'à 12 heures voire plus, et ce même la nuit et le week-end. Cela ne peut pas être quelque chose qui continue encore et encore pour chaque jeu, car c'est insoutenable. À un moment donné, j'ai réalisé que je ne pouvais pas continuer à faire ça. Je vieillis, je ne peux pas rester au travail toute la nuit. Entre 2018 et 2019, il va y avoir énormément de départs jusqu'au point que les équipes du jeu se retrouvent en sous-effectif et le développement tournait au ralenti. De plus, Eli Gross et Neil Druckmann s'absentaient de plus en plus car ils devaient gérer le tournage en parallèle. En juin 2018, une démo du jeu est montrée à l'E3 qui présentera quelques nouveautés de gameplay. Mais le problème c'est que cette démo, elle a été faite par des employés qui ont démissionné depuis. Pour faire face à ces vagues de départ, Naughty Dog engagera des juniors et cela apportera de nouveaux problèmes. Le problème c'est que les juniors ne sont pas formés aux outils technologiques du studio et il faut les former. Mais le truc c'est qu'il n'y a plus assez de seniors pour former les nouveaux arrivants et de ce fait ça prend plus de temps. Sauf que le truc c'est que pendant qu'ils prennent du temps pour former les juniors, ils perdent du temps sur le développement du jeu qui prend du retard. Sauf que le truc c'est que s'ils bossent sur le développement du jeu, ils perdent encore plus de temps à ne pas former les juniors. En fait, ça a créé une situation où les problèmes se mordent la queue. Malgré la situation plus qu'aggravante, le développement du jeu continuera dans la douleur. En parallèle, la musique du jeu fut cette fois-ci composée par 2 compositeurs. Le premier, Gustavo Santaolalla qui était déjà présent sur le premier jeu, et le second, Mac Kyle, que vous connaissez peut-être pour avoir fait la musique de Mr. Robot. L'arrivée de Mac Kyle était là pour créer un contraste entre sa musique et celle de Gustavo. La musique de Gustavo est calme, plus apaisante. Tandis que celle de Kyle est au contraire angoissante, stressante, voire même froide.
Sa musique vient parfaitement servir les moments sombres du jeu. 2020. Le 11 février 2020, on a pu apprendre que le jeu était dans sa phase finale de production. Mais comme vous le savez, il y a un virus qui a fait son apparition et qui a causé une pandémie mondiale qui a transformé cette année en un gigantesque chaos. Une année qui a probablement été un signe annonciateur de cette fin de décennie qui se terminera dans les sangs, la guerre et les larmes. Mais bon, je m'emballe, revenons à The Last of Us 2. Le 12 mars 2020, Jason Schreier, journaliste réputé dans l'industrie pour avoir mis en lumière les conditions de travail déplorables de certains studios, a publié un article chez Kotaku mettant en lumière les conditions de travail lunaires chez Naughty Dog qui partage le témoignage de 13 employés. Cet article avait fait beaucoup de bruit et a grandement terni l'image de Naughty Dog. Juste avant, je citais certains éléments de cet article, mais je n'ai pas pu tout mettre et c'est justement pour ça que je vous recommande d'aller le lire. Le 2 avril, Naughty Dog communique un nouveau report pour le jeu, car ils disent ne pas savoir quand le jeu sortira à cause des problèmes logistiques de la distribution physique liés au virus. Mais comme si tout cela ne suffisait pas, quelques semaines avant la sortie du jeu, des images ont fuité accompagnées de fausses rumeurs. Parmi ces images, on pouvait voir la mort de Joel, et on pouvait aussi comprendre que le personnage d'Abby serait jouable. C'était un des pires jours de ma vie. Quand ces fuites sont apparues, je les ai vues arriver en temps réel. Je les ai vues arriver sur YouTube. On paniquait, on s'envoyait des messages pour les supprimer. Avec le lag, ça prenait 1 heure à supprimer. La vidéo avait une centaine ou 1 millier de vues avant d'être supprimée. Et là, tu t'assois et tu attends. Tu as le cœur lourd et tu te dis, c'est sur internet, c'est juste une question de temps avant que ça n'explose. Quelques heures plus tard, c'était partout. Et tu commences à recevoir une vague de haine sur les réseaux sociaux, et ça se transforme en menaces de mort et en attaques antisémites. Une folie que je n'aurais jamais pu imaginer. Je savais que les gens allaient être énervés parce qu'un personnage qu'ils aiment meurt, mais je n'aurais pu imaginer que ça puisse atteindre une telle haine. Ça m'a pris plusieurs jours pour réaliser que le pire était arrivé. La pire façon de présenter le jeu s'est produite. Notre plus grande peur. On a fait tant d'efforts pour protéger le scénario comme des fausses scènes, des faux trailers, enregistrer des faux dialogues, etc. Malgré cette période difficile, ce report ne fut que de courte durée. C'est après 4 ans de développement long et chaotique jusqu'au bout que The Last of Us 2 finira par sortir le 19 juin 2020 dans le monde entier. Comme pour le premier jeu, la presse sera conquise, le jeu recevra plusieurs récompenses, notamment celle du jeu de l'année au Game Awards 2020, et il a aussi été un carton commercial vendant 4 millions d'exemplaires en première semaine, et aujourd'hui à plus de 10 millions d'exemplaires. Cependant, du côté des joueurs, le jeu divise. Le scénario, les thématiques, la mort de Joel, l'obsession d'Ellie, jouer Abby, tous ces éléments sont les points qui ont le plus divisé les joueurs. À sa sortie, il y a 2 camps qui s'étaient créés. D'un côté, tu avais ceux qui n'avaient pas aimé, voire détesté le jeu et détesté la manière de transmettre son message, et de l'autre, tu avais au contraire des gens qui étaient particulièrement touchés par le jeu et qui avaient apprécié sa narration. Si on peut trouver des personnes avec des avis extrêmes, on peut aussi retrouver des gens avec des avis plus mesurés dans les 2 camps, avec des avis pertinents et intéressants qui ont mené à des réflexions et des débats intéressants. En revanche, il y a bien un point commun entre ces 2 camps, c'est que tous les deux ont ressenti des émotions particulièrement fortes devant The Last of Us 2. Et il en est de même pour moi. The Last of Us Partie 2 se déroule 4 ans après le premier. Dans cette suite, on incarne Ellie qui va se lancer dans une quête de vengeance après avoir assisté impuissant au meurtre de Joel commis par une femme du nom de Abby. L'objectif de Ellie est simple. Aller à Seattle pour retrouver Abby et son groupe, et tous les tuer. Une vengeance sanglante sans possibilité de faire marche arrière, qui détruira petit à petit la jeune femme ainsi que tout ce qui l'entoure. The Last of Us 2, c'est compliqué. Avant de vous faire part de ce que j'ai aimé et pas aimé dans cette suite, j'aimerais vous faire part d'un ressenti personnel qui me paraît important pour comprendre ce que je vais dire. Quand j'ai joué à The Last of Us 2 la première fois il y a presque 2 ans, je me souviens avoir énormément aimé le jeu. J'étais totalement investi et je pense que j'ai joué au moment parfait pour qu'il marche sur moi. Mais quand j'ai rejoué au jeu pour cette vidéo, j'ai eu un tout autre ressenti. Cette fois-ci, je n'ai pas autant apprécié le jeu que la première fois et certains défauts qui me paraissaient invisibles sont devenus ultra évidents. Je n'ai pas détesté le jeu, d'ailleurs j'ai toujours de la sympathie pour lui et j'expliquerai pourquoi plus tard, mais c'est juste que cette fois, je ne sais pas trop pourquoi, il a beaucoup moins marché sur moi. Et pour le coup, je me demande si je suis le seul à avoir ce ressenti. Est-ce que vous aussi vous avez joué plusieurs fois à The Last of Us 2 ? Et si oui, est-ce que votre avis sur celui-ci a changé ou alors est-ce qu'il est toujours le même ? Bon, commençons avec le point le moins sensible à aborder. Le gameplay. Si vous avez joué au jeu, vous le savez, Ellie n'est pas le seul personnage jouable. Pendant la première partie du jeu, vous jouez Ellie, et dans la deuxième partie, vous jouez Abby. Et il n'y a quasiment aucune différence. Elles ont des armes similaires, des compétences similaires, bref, elles se jouent de la même manière. Globalement, le gameplay de The Last of Us 2 reprend les bases du premier. Certaines mécaniques, comme l'arbre de compétences, ont été changées pour les diviser en plusieurs branches, ou encore les énigmes qui sont beaucoup moins répétitifs et qui jouent plus sur la verticalité et la physique.
Pour ce qui est des nouveautés, sachez que maintenant on peut esquiver au corps à corps ou encore ramper sur le sol. Et pour le coup, cette mécanique elle apporte une toute autre approche des environnements qui nous incite énormément à jouer avec la verticalité en combat, mais surtout dans les phases d'infiltration. Si on veut, on peut carrément contourner des zones sans tuer personne. Une possibilité qui est due à la taille des environnements, bien plus grand que dans le premier jeu. Comme je l'ai dit, il est très similaire au premier. Ces petits changements et ces nouveautés apportent une approche plus créative en combat et en infiltration, et je l'ai trouvé plus sympathique à prendre en main que le premier, même si là aussi ces mécaniques restent classiques. Bon, avant de parler des points les plus sensibles à aborder, j'aimerais en vrac citer quelques éléments qui m'ont plu dans le jeu, sans pour autant m'y attarder dessus. Tout comme le premier jeu, la technique est magnifique, et c'est probablement l'un des, si ce n'est le plus beau jeu de la PS4. La direction artistique est dans la continuité du précédent opus, il y a toujours un nombre incalculable de détails dans les environnements, sur les tenues et les coiffures des personnages, sur les armes, la physique des objets, notamment celle des cordes ou même celle des vêtements qui m'impressionnent. Les animations des personnages sont aussi impressionnantes de par leur réalisme. Les acteurs et actrices sont très bons dans leur rôle et la VF du jeu est tout aussi bonne. La musique est très bonne, bien qu'un peu moins marquante que celle du premier opus. Bref, je faisais déjà ces compliments au premier jeu, mais je tenais à les rappeler car ils sont toujours valables dans cette suite. Bon, parlons de l'histoire du jeu. Pour être franc avec vous, au moment où j'écris, cela fait maintenant quelques jours que je n'arrête pas de me demander si oui ou non j'aimais l'histoire de The Last of Us 2. Et finalement, je suis mitigé. Je lui trouve des qualités et des défauts, mais aucun d'entre eux sont suffisamment forts pour me faire aimer ou détester celui-ci. Parmi les points négatifs, on peut citer le rythme chaotique ainsi que la longueur générale du titre. Contrairement au premier opus, celui-ci dure une vingtaine d'heures, certaines zones sont rallongées inutilement, il y a trop de flashbacks, pas tous pertinents, quand ce n'est pas carrément des chapitres inutiles qui nuisent au rythme du jeu, et le jeu manque de subtilité dans sa globalité. En revanche, pour les points positifs, je trouve les personnages secondaires plus sympas, bien qu'ils ne servent pas à grand chose. Les thématiques sont intéressantes, bien qu'elles ne soient pas toujours bien traitées, la mise en scène est efficace, les environnements qu'on parcourt sont variés à défaut d'être toujours pertinents, et c'est à peu près tout ce qui me vient en tête si je prends l'histoire dans sa globalité. Mais le truc c'est que même dans les parties que je n'ai pas aimées du jeu, il y a quand même des moments que j'ai aimés. Par exemple, je trouve que la deuxième partie du jeu avec Abby comporte beaucoup de problèmes, mais il y a plein de moments que j'ai aimés. Et parmi ces moments, il y a la fuite dans la forêt avec Lev et Yara, la séquence d'infiltration contre un sniper, ou encore le combat de boss dans le sous-sol de l'hôpital. Et de même pour la première partie du jeu avec Ellie. Là aussi il y a des moments que j'ai aimés. Parmi eux, il y a l'arrivée à Seattle, dans une immense zone avec plein de lieux cachés à explorer, le flashback où Joel avoue avoir menti à Ellie à propos des Lucioles, l'intro du jeu à Jackson est très calme et détendue comparée à celle du premier. Bref, il y a plein de moments que j'ai aimés dans The Last of Us 2, mais ils sont constamment entrecoupés de phases longues et inutiles. En fait, c'est assez frustrant parce que j'ai constamment l'impression que l'histoire alternait entre le meilleur et le pire. Et du coup, j'en arrive à ma dernière question. Est-ce que The Last of Us Partie 2 est un bon jeu ? Eh bien, je sais pas. En fait, avec du recul, je pense que ce serait mieux que vous y jouiez pour vous faire votre propre avis, parce qu'en vrai, j'ai l'impression que personne n'a ressenti le jeu de la même manière. Personnellement, je n'ai jamais réussi à me reconnaître dans le discours d'autres vidéastes qui parlaient du jeu. Et c'est pas parce que je trouvais qu'ils disaient n'importe quoi, ils avaient même de bons arguments, mais j'étais pas forcément d'accord avec eux quand bien même ils avaient oui ou non aimé le jeu. Et je peux comprendre que ce soit aussi peut-être le cas pour vous devant cette vidéo. Et ben en vrai, c'est pas grave. Je trouve même mieux que vous ayez votre propre avis sur une œuvre aussi singulière que The Last of Us Partie 2. Quand je parlais du premier jeu, je regrettais que celui-ci ne prenne que trop peu de parti pris à mon goût. Mais pour The Last of Us Partie 2, ce n'est pas le cas. Le jeu a au contraire pris énormément de parti pris, pour le meilleur comme pour le pire. Et quand bien même je ne les trouve pas tous bien exécutés, ils ont au moins eu le mérite de créer le débat. Et dans un monde où les jeux à gros budget deviennent de plus en plus formatés autant ludiquement que narrativement, ça fait de bien de voir un blockbuster comme lui qui suscite le débat sur des thématiques intéressantes, sur son médium ou simplement ses qualités. Et personnellement, je pense que c'est pour ça que malgré ses défauts, j'ai tout de même de la sympathie pour The Last of Us Partie 2. Bon, où en est la licence The Last of Us et Naughty Dog aujourd'hui ? Eh bien, comme vous le savez, Neil Druckmann est devenu coprésident du studio aux côtés de Evan Wells. Pendant le Summer Game Fest de 2022, Neil Druckmann a annoncé 2 jeux pour le studio. Le premier, c'est le remake de The Last of Us, sorti en septembre de la même année, et qui arrivera le 3 mars 2023 sur PC. Le deuxième, c'est un standalone multijoueur du nom de The Last of Us Faction, qui se déroulera dans le monde des 2 premiers jeux, mais qui n'a aucun rapport avec l'histoire de Ellie ou Abby. On a très peu d'infos sur celui-ci, mais on sait qu'il devrait voir le jour courant 2023. Il y a aussi l'adaptation en série de HBO qui devrait être en cours de diffusion au moment où cette vidéo sortira. Et dans une interview donnée justement pour la série, on a pu apprendre plusieurs choses de la part de Neil Druckmann. Premièrement, Naughty Dog est bel et bien en train de travailler sur un nouveau jeu en parallèle du standalone multijoueur. Deuxièmement, la franchise The Last of Us se serait écoulée à plus de 37 millions d'exemplaires si on compte toutes les versions du premier jeu ainsi que sa suite.
Et troisièmement, pendant l'interview, un journaliste a demandé à Neil Druckmann si un potentiel The Last of Us partie 3 était possible. Celui-ci répondra qu'il y avait encore des histoires à raconter, tout en restant très vague. Alors est-ce que ce fameux jeu développé en parallèle du standalone multijoueur est The Last of Us 3 ? Eh bah je sais pas, seul le temps nous le dira. Mais à part ça, qu'est-ce que je retiens de cette rétrospective/analyse ? Eh bien, pour être franc avec vous, je vous avoue que cette vidéo a été très laborieuse à faire. Outre les déboires personnels, quand je me suis lancé dans la production de cette vidéo, je pensais pas trouver autant d'infos sur la licence et son développement. D'ailleurs, je n'ai pas pu tout mettre dans cette vidéo car sinon elle durait 6 heures. The Last of Us, c'est une licence que je trouve très intéressante. Et avec le recul, je pense que The Last of Us 1 et 2 sont peut-être les meilleures représentations des jeux Naughty Dog. Globalement, les jeux Naughty Dog, ce sont des jeux avec un gameplay simple, mais qui brillent de par leur level design, leurs détails. Au niveau de la technique, c'est généralement parmi ce qui se fait de mieux à chaque génération, mais aussi et surtout de par leur mise en scène et leur narration très ambitieuse qui ont marqué beaucoup de monde. Et pour moi, The Last of Us, ça représente tout ce que je viens de dire. Et ce sont pour ces raisons que j'ai bien aimé jouer au jeu, même si je trouve qu'ils étaient souvent victimes de leurs ambitions. Mais au fond, la vraie victime de ces ambitions, c'est Naughty Dog. Qu'on aime ou non leur jeu, aujourd'hui il est impossible de fermer les yeux sur les conditions chaotiques dans lesquelles ils ont été créés. Le truc, c'est que le cas de Naughty Dog est un cas très complexe. Parce qu'au fond, ces situations n'étaient pas spécifiquement dues à une personne. Alors oui, on peut reprocher au coprésident ainsi qu'à certaines personnes qui travaillaient chez Naughty Dog de ne pas avoir bien organisé le développement d'un jeu. Mais à mon sens, ce qui rend ce cas complexe, c'est que contrairement à d'autres studios où c'est souvent à cause d'une ou plusieurs personnes que la situation dégénère systématiquement, dans le cas de Naughty Dog, leur problème semble plus dû à leur ancienne structure horizontale sans producteur. Alors attention, je ne dis pas que toutes les personnes qui bossaient chez Naughty Dog étaient innocentes, certaines personnes avaient leur part de responsabilité dans cette structure et n'ont clairement rien fait pour régler le problème, mais c'est surtout cette structure qui a causé tous ces problèmes de management qui ont brisé un tas de gens sur le long terme. Cependant, il y a peut-être un peu d'espoir. Depuis la sortie de The Last of Us 2, Naughty Dog a finalement engagé des producteurs pour qu'ils les aident sur leurs futurs projets. Et justement, à la sortie du remake de The Last of Us, on a pu entendre le témoignage d'un développeur qui disait que le développement s'était bien passé pour une fois après 13 ans de carrière au studio. Alors oui, ce témoignage ne reflète pas celui des 580 employés du studio, mais ça donne de l'espoir. Récemment, on a pu apprendre dans une interview que le studio n'annoncerait pas leur prochain jeu autant à l'avance, afin de ne pas créer un stress en plus pour les équipes. Alors oui, toutes ces petites décisions n'ont pas tout réglé. Mais comme je l'ai dit, ça donne de l'espoir, et c'est sur le long terme qu'on verra si les mesures prises par le studio auront oui ou non fonctionné. Je ne sais pas si un jour The Last of Us partie 3 existera. Mais si c'est le cas, j'espère qu'il sera tout aussi intéressant que ses aînés, et que personne ne souffrira pour le créer. Du moins, c'est tout ce que je lui souhaite.